Vous êtes prêts? Calmez-vous là, on discute là, tranquille. Et un peu de tout, et là un retour avec un solo. Mon frère aussi Lino qui part sur son solo, et prochainement un Arsenic, si tu veux. Ah ouais, quand même, hein. La bonne musique ne vieillit pas, comme on dit. Donc c'est... Voilà, moi je venais de me séparer, tac, j'étais là. D'où l'idée du bouquin qui dit, ça c'est l'histoire d'Arsenic. Comme pourquoi tu as mis autant de temps pour te lancer en solo? Parce que je n'avais même pas l'idée ou la vocation de me lancer en solo. Tu vois, même mon frère Lino, il a 3 solos. Mais je te mets ma main à couper que si tu lui demandes si tu es un artiste solo, il dira non. Et Lino aussi, du coup, il est en studio, tu m'as dit que Lino, il est en studio. C'est le génie du rap. Je félicite toutes les femmes d'artistes. Salut Calbo, comment tu vas? Salut, très bien. Tranquille? Ouais. Tranquillement. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dance Media. Ouais, non, merci à vous. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne connaissent pas Calbo d'Arsenic? Caméra 1, caméra 2, c'est laquelle? Celle que tu veux. Alors, Calbo, Arsenic, 25 ans de rap, Bisso na Bisso, des centaines de concerts, des milliers, que dis-je. Et des classiques. 6e chaudron aussi, des classiques. On va en parler, mais ça, on l'attend. On l'attend. Et un peu de tout, et là un retour avec un solo. Mon frère aussi Lino qui part sur son solo, et prochainement un Arsenic, si tu veux. On va en parler, mais ça on l'attend. On l'attend. On va d'abord parler de ton actualité à toi. Récemment, là, septembre 2021, tu as sorti ton livre. Ouais. Quelques gouttes de plus. Quelques gouttes de plus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce livre-là? Alors, sans spolier mon livre. Bien sûr. Le livre, en fait, si tu veux, mon livre, si je fais un résumé rapide, c'est l'histoire d'Arsenic, Bisso na Bisso, noyau dur du secteur A, raconté par celui qui l'a vécu. Ok, très bien. Belle, franchement, c'est bien en une phrase. Ouais. Voilà comment je peux résumer mon livre. Très bien, on pouvait pas mieux décrire la chose. Voilà. Ok. Souvent, des gens racontent ton histoire, et là, c'est quand tu prends mon livre, c'est l'histoire racontée par celui qui l'a vécu. Et ceux qui l'ont, là, du coup, tu as eu plusieurs mois après, on va dire, on est à 7-8 mois après la sortie du livre, environ 8 mois. Ça a été quoi les retours du coup que tu as eu? Très très content. Ouais. Parce que si j'en livre non-stop, je reçois les retours, ils sont magnifiques déjà, le public. Ouais. Les messages que j'ai, les retours souvent, c'est énorme. Ouais. Et puis j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire une immersion. Les gens regardent plus les clips de la même manière, les clips que je parle dedans. Et ça m'a poussé aussi à faire le EP, puisque je parle de morceaux que j'ai écrits, enregistrés, mais qui sont jamais sortis. Donc le EP va me permettre justement de les sortir, et que ces gens qui auront ce livre, ça marche avec le EP, ils vont lire les morceaux et vont les écouter grâce au EP. Ok, très lourd. Ok, bon, ça fait plaisir. En tout cas, très satisfait des retours. Très satisfait. Ça a donné l'envie de lire à des gens, par exemple, il y a des gens qui n'avaient jamais lu de livre et qui ont peut-être lu ce premier livre. Déjà, comme il est très ciblé Arsenic, tu vois, il y a le canapé. Forcément. Donc un fan d'Arsenic, il veut, juste pour la pochette, il va vouloir le livre, tu vois. C'est vrai. Et quand tu lis le bouquin, si tu es un fan d'Arsenic, tu vas kiffer parce que tu es en immersion dans ces histoires que tu as connues. Et je réponds à plein de questions que les gens se posaient. Je raconte comment on a fait des clips, tout ça. Je raconte les histoires avec les Mandela, comment on a vécu tous ces trucs, et les gens ils rentrent dedans, et après il y a des retours, il y a des trucs perso aussi, tu vois. Ouais, très bien. Livré, tu vois, c'est un exercice. D'ailleurs, c'était stratégique là, la pochette du coup, quand tu me parles de ça, au final, de mettre ça pour refaire une piqûre de rappel. Stratégique, parce que ça nous parle, c'est des pochettes classiques. Oui et non, j'ai l'impression moi qu'on ne sait pas faire autrement. Ah, moi, quand tu me dis fais une pochette, je pense toujours vas-y mets-moi un canapé, je m'assois. Direct, c'est là. Demain je fais un deuxième blé, je mets un canapé dans une forêt. C'est vrai, on change pas une équipe qui gagne, quoi, c'est une méthode. D'ailleurs là en plus on a vu que tu as annoncé la date de sortie là, à peine sur les réseaux, ça s'est passé hier, le 24 juin, la sortie de l'EP, quelques gouttes de plus, le même titre que le livre, c'est la suite. Comme je t'ai dit, en fait c'est l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que comme je parle de morceaux dans le livre, les gens j'avais jamais écouté ces morceaux. Et du coup je me suis dit dans le EP, il y aura les morceaux dont je parle du livre, il n'y a que le morceau j'écris qui est un morceau nouveau que j'ai fait là pour expliquer un peu dans ce marasme de rap que j'ai voulu montrer un peu le style d'Arsenic. Voilà, le rap que nous on aime et que nous on a fait. Et le deuxième morceau qui est nouveau, c'est un morceau que j'ai fait avec ma petite Laura Yenich. D'accord. Que j'ai fait en duo pour lui expliquer. Voilà, dans le morceau, je lui dis, nous on fait pas du rap, nous on boxe avec les mots, tu vois. Directement. Voilà. D'ailleurs, dans le premier morceau là que j'écris, le premier extrait de l'EP, il fait penser au morceau Putain de poésie, qui était dans quelque chose à survécu. Non, parce qu'il y a le titre. En vrai, ils se ressemblent pas les morceaux, mais c'est vrai que
Ça a fait une piqûre de rappel. Déjà, voilà, avec Lino, on avait dit, voilà pourquoi on écrivait. D'accord. Ouais, très bien. Bon, en tout cas, c'est un bel premier extrait. Il y aura combien de titres 8 titres. 8 titres. Voilà. Tu l'as fait en combien de temps? Donc, justement, les deux. En fait, comme je t'ai dit, c'est des titres que j'ai fait depuis longtemps. Okay. C'était même pas destiné à sortir, les titres. Ok. Parce que moi, tu vois, nous, on est là. Les titres que j'ai mis dedans, ils ont 10 ans. Ah ouais. Mais quand tu vas les écouter, tu vas croire que je les ai fait hier. Ah ouais, quand même. La bonne musique ne vieillit pas, comme on dit. C'est vrai. Bah ça. Et donc, si tu veux, c'est quelque chose. En fait, c'est vraiment le EP, c'était une réponse au bouquin, tu vois. D'accord. Je te donne un exemple. Dans le bouquin, je parle d'un moment de ma vie où j'ai eu un syndrome de la feuille blanche. Ouais. Donc, tu vois ce que c'est le syndrome de la feuille blanche? Ouais, je vois très bien quand t'as plus d'inspi, tout ça. Donc c'est. Ouais. Voilà, moi je venais de me séparer, tac, j'étais là, plus d'inspi. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Ah, quand même. 2 ans. Et donc je suis parti. Je suis parti chez un pote à moi, on est resté, on a rekiffé, nanani, nanana. Ouais. Là, je te passe les détails sans spolier. Et un jour, j'ai pris une feuille blanche, je l'ai posée sur la table et j'ai écrit comme ça 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases. Et le morceau, il s'appelait Sans haine. Tu vois, et donc le morceau, j'en parle dans le bouquin. Okay. Mais les gens, ils l'ont jamais écouté. Ah, mais oui. Sans haine, c'est où le morceau? Et le morceau, il existe, mais au début, j'avais pas prévu de faire le EP. D'accord, ok. Je vais juste faire un bouquin pour raconter. Et donc je me suis dit, mais les gens ils vont lire Sans haine, ils vont dire, il est où le morceau? Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai dit, ok, je vais faire un EP où tous les morceaux dont je parle dans le bouquin, je les sors, et justement la même pochette comme ça, franchement, sacré concept. Hein. Ah ouais. Sacré concept. Ouais. Et c'est de là que c'est reparti, l'envie d'écriture. C'est de là que c'est reparti, et du coup, comme il y avait que des anciens morceaux, de l'époque où je parlais du bouquin, je me suis quand même dit, bon, on va donner du brand new aux gens, je vais faire le morceau que j'ai écrit, et pour leur montrer un peu le Calbo d'aujourd'hui, tu vois. Et comment t'es venu l'idée du bouquin et en combien de temps? L'idée du bouquin, tu vois, c'est un peu comme je raconte un peu notre carrière. Rien n'est prévu, tu vois. Ouais. Nous, c'est quand tu sors de ta street, machin, jamais tu peux t'imaginer écrire un bouquin. Tu dis, mais je suis qui, moi, pour écrire un bouquin? Totalement. Tu vois, les bouquins, c'est les Victor Hugo, c'est les machins, tu sais, c'est un peu des pensées négatives qu'on a, alors que non. Et donc, l'idée, elle est venue comment? Je regardais sur Internet, comme ça, des interviews. Ouais. De gars qui ont vécu notre époque, tout ça. Ok. Et le mec, il parlait de moi. Et donc, comme c'était un gars qui avait traîné avec nous à cette époque, il parlait, et je l'écoutais parler, il parlait de moi, mais je me reconnaissais pas dans ce qu'il disait, en fait. Ok. Ouais, Calbo est venu me voir, il m'a dit ça. Je dis, ah non. Calbo savait que, ah non. Et je regarde comme ça. Et là, l'interview se finit, putain, je marronne comme ça, je dis, putain, le mec, il parle de moi, mais tout faux. Ouais, il raconte ton histoire qui n'est pas ton histoire. Et après, il y a un deuxième gars. Et lui, c'était le coup de grâce. Il y a un deuxième gars aussi dans une interview qui parle encore de moi, je me reconnais pas. Ah ouais. Et entre-temps, j'avais déjà vu Mystique, mon pote Mystique, qui avait écrit, au moins, il a écrit 5 bouquins, tu vois. Mystique de Bisson à Bissot. Ouais, Mystique. Mais et je lui racontais les trucs, parce que moi, je lui ai donné des cours d'écriture en prison, tout ça, dans les prisons, maisons de correction. Et je lui racontais ces trucs, et il me dit, mais tu devrais l'écrire, tout ça. Et donc, lui m'avait déjà mis la puce à l'oreille pour l'écriture. D'accord. Et après, Oxmo Puccino aussi, qui me dit, mais Calbo, nous, on n'a pas eu des vies communes, tu vois, sorti du bâtiment, ses carrières, j'ai rencontré Mandela, mais il faut l'écrire, les gens ils aimeraient bien l'histoire, tout. C'est vrai. Et donc c'est 2 gars qui m'avaient laissé ça, plus les vidéos que j'ai vues. Et là, les interviews et Oxmo Puccino et Mystique qui ont et derrière ça, fait que. Il dit, mais Calbo, si tu racontes pas ton histoire, toi-même, d'autres vont le raconter à ta place. Ça va continuer à... Il y aura un peu de la diffamation. D'autres qui ont traîné avec toi vont le raconter à ta place. Donc si demain ton frère raconte ton histoire, bon, on va écouter ton frère. Ouais, c'est vrai. Ouais, on va l'écouter, ah ouais, il est comme ça. Et alors que c'est peut-être pas ta version. C'est que souvent, comme je dis, on peut vivre 2 choses. Par exemple, moi, la vie d'Arsenic, Arsenic, c'est mon frère et moi, tu vois. Bien sûr. Mais dans toutes nos histoires, il n'aura pas la même vision que moi. Lui, il a vu une chose et moi, j'ai vu une autre. C'est vrai, ouais, c'est normal. Ouais, je comprends, j'ai très bien compris. C'est pour ça, d'où l'idée du bouquin qui dit... ça, c'est l'histoire d'Arsenic, Bissot racontée par Calbo. Et en combien de temps? Ça m'a pris au moins, je sais pas, 2 mois, 3 mois. D'accord, ok. C'était facile pour moi de raconter ma vie. Ah ouais. Souvent, les gens, ils disent, mais c'est dur d'écrire. Ben, déjà, nous, on écrit tout le temps des morceaux de rap, donc c'est plus facile pour nous d'écrire.
Et c'était facile pour moi de raconter ma life, en fait. Parce que je le raconte vraiment, j'ai pas pris des tournures de Victor Hugo, tout ça. Hein. J'ai vraiment parlé, j'ai vraiment écrit comme je te parle. Parler, Bah là, c'est direct. Et voilà. Et pourquoi quelques gouttes de plus, d'ailleurs? Parce que le premier album s'appelait Quelques gouttes suffisent. Ouais, ça en fait. Et là, je rajoute des gouttes de plus parce que justement, c'est des trucs que vous n'avez pas entendus, des trucs que vous savez pas. À un moment, je parle du morceau qu'on a écrit, qu'on a fait, le clip qu'on a tourné avec Akhenaton, Pete Bacardi en Angleterre, dans la compile Première Classe. Première Classe, PCA. C'est l'art de la guerre. Ouais, l'art de la guerre. Donc, je raconte dans le livre toutes les anecdotes. Ouais. Et quand tu retournes regarder le clip, parce que souvent, je parle aussi des clips dans le morceau. Ok. Et tu vois plus le clip de la même manière. Tu plus de la même manière. Ok, très bien. Donc, tu vois, tu dis, ah ouais, tu te rejettes d'autres trucs et tu dis, ah ouais. Et en plus, t'as un sacré titre. Hein. Quel morceau. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des featuring dans ce projet ou c'est que des solos? Des featuring. Bon, il y a ton artiste. Il n'y a que mon artiste. Que ton artiste. J'avais fait exprès. Tu sais, souvent on dit, ouais, mais à quand le prochain album d'Arsenic? À quand? Mais nous, il faut savoir qu'on a écrit plein de morceaux. On a écrit plein de morceaux que les gens n'ont jamais écoutés. Si tu veux, il y a une vingtaine de morceaux d'Arsenic que les gens n'ont jamais écoutés. Et de Calbo, moi, Lino a fait 2-3 solos, mais moi, j'avais pas fait de solo. Mais ça m'empêchait pas de faire des morceaux. Donc nous, on a des studios, j'ai fait plein de morceaux, moi j'ai fait une vingtaine de morceaux. Ah ouais. Et donc là, le fait même le confinement, tout ça, a fait qu'on s'est replongé dans nos trucs. Et mon fils aussi qui m'a dit, mais papa, moi j'ai tous tes morceaux. Parce que moi j'ai toujours eu un réflexe, c'est quand j'enregistrais un morceau, je l'envoyais toujours à mon fils. Ah, directement. Ouais. Et moi après j'oubliais, tu vois, 5 ans, 10 ans passent, mais lui il avait tout répertorié dans un ordinateur. Ah ouais. Un disque dur. Et un jour, il me dit, quand j'ai écrit le bouquin, il me dit, mais papa, j'ai tous tes morceaux. Je dis, ah bon, vas-y, viens, on écoute. Et là, j'écoute, bam, bam. Et je dis, ah ouais. Et là, il me dit, et je lui dis, ouais, mais ça, c'est notre rap à nous, ça. Et c'est là où il me dit, mais papa, c'est ça que nous, on veut entendre. Ouais. Il a 20 ans, tu vois. Et j'ai dit, bah, vas-y, j'envoie. Et là, c'est lui qui m'a un peu chauffé. Je dis, vas-y, j'envoie. Parce qu'il m'a dit, au lieu que je le garde dans mon truc, dans mon ordi. Viens, sans-les. Qu'on les réécoute. Putain, c'est fou, ça. Et d'ailleurs, ce projet-là, tu le sors dans quelles conditions? C'est toi qui produis? Ouais, je produis avec Addictive. Addictive, c'est un indé. Ouais, je connais. Et donc moi, j'ai voulu justement, pour avoir la main vraiment mise sur tout le projet. Ouais. C'est-à-dire, pour une fois, je vais pas, parce que nous, on est des purs produits de maisons de disques. Totalement, avec Hostile. Et même, nous, un peu indé avec Secteur A, tu vois, on avait quand même la main mise sur nos projets. C'est vrai, c'est vrai. Et là, je voulais vraiment totalement mis sur mes projets. C'est-à-dire, c'est moi qui vais en studio, c'est moi. Le clip, c'est moi. C'est moi. T'as tout produit. Personne me parle, personne me dit. Je fais tout moi-même. Ok. Ouais, donc c'est vraiment... Tout est produit par toi-même alors. Voilà. De A à Z. Et Addictive, justement, parce que je l'avais rencontré un jour c'est Nabil que j'ai rencontré. Ouais. Et il avait ce côté indé parce que déjà, il a ses magasins, il faisait des vinyles, des CD, cassettes. C'est ça qui m'a intéressé justement dans la démarche de bosser avec lui. C'est parce qu'il m'a dit, moi, je sors vinyle, cassette, CD. Ouais, moi, c'est vraiment l'idée parce que nous, c'est le parcours que je veux, c'est avoir mes propres CD, la matière, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Sonic, le boulot qu'on a fait, il y a l'image, tu vois, et l'image fait que... Voilà, tu veux avoir ton CD, tu veux toucher le truc. Ouais, c'est clair. C'est ce public-là que je vise, moi, tu vois. Très bien. Et au niveau des beatmakers? Au niveau des beatmakers, déjà, c'est les beatmakers que j'avais à l'époque. Donc, Jimmy Finger, Sully B-Wax. Non. Ça, c'est d'autres gars qui étaient là, qui ont retouché. Alik, par exemple, pour ne pas le citer. D'accord. Jejo, c'est un réunionnais que j'avais kiffé à l'époque. Tu vois, c'est pour les morceaux d'il y a longtemps. Et le morceau que j'écris, c'est carrément mon ingénieur du son. Parce que tu vois, le morceau que j'écris, là, son histoire, c'est que quand j'ai fait le EP, c'est que des morceaux anciens. Ouais. Donc justement issus du bouquin. Et je me suis dit, je me laisse 2 morceaux nouveaux pour le Calbo de maintenant. Et je dis, il faut que j'écris. Comme j'ai écrit un livre, il faut que je fasse un morceau, j'écris. Et que j'explique aux gens pourquoi j'écris et comment j'écris. Ouais, c'est clair. Et donc j'avais déjà le concept, le thème dans ma tête, mais j'avais pas le son. Okay. Et donc j'étais là, il y a plein de mecs qui m'envoyaient des sons, des gars qui envoyaient des sons de Kerry James, qui font des sons à Kerry, qui m'envoyaient. Donc j'écoutais, mais tu vois, la musique, faut le sentir. C'est ça, c'est ça. Et donc moi j'écoutais les sons, mais je sentais pas j'écris. J'étais là, non, une vingtaine de sons, 30 sons. Et un jour, je suis là en train d'enregistrer avec mon ingénieur du son. Et il me dit, ouais, il m'a enregistré, j'étais en train de poser. Ouais. Et il me dit, ouais, calme-toi. Dans une pause, un moment de pause, il me dit, ouais, tu sais que je fais du son.
Je regarde, je dis, tu fais du son, toi, ça fait un mois on est ensemble. Je suis au courant que tu fais du son. Je dis, bah vas-y, fais-moi écouter. Et il me fait écouter le beat que j'écris là. Et dès que la prod elle commence, je dis, waouh. Direct, je savais que c'était ce morceau. Tu savais que ça t'a parlé directement. Direct. Écoute. À force de mater comme on cavale dans les rétros, on zombie dans le métro. Le mec, il m'envoie ça, je dis, ouais, et lui, il fait que des prods comme ça. D'accord, ok. Froid, machin. Et comment j'ai conduit ce style, j'ai dit, mais c'est ça. Là, tout de suite, j'ai commencé à rapper dessus. Et j'ai dit, mais c'est ça le morceau. J'ai écrit, vas-y, donne la prod tout de suite. Et là, j'ai écrit direct. Et on a enregistré, c'était le morceau que j'attendais. Ouais, c'est clair. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est lourd. Et t'as des objectifs particuliers ou par rapport à la sortie de ce projet? Non, nous, on est une génération où on fait. C'est ça. Tout ce qui est à côté, là, on calcule pas. Aujourd'hui, quand t'entends les gens, les vues, t'as combien de vues? Mais t'as écouté mon morceau? T'aimes bien? Alors, c'est tout. Qu'ils savent pas. C'est tout ce qui me suffit. Moi, ça me suffit. Bien sûr. Nous, le public, on l'a fait, on est là. Moi, je veux pas aller dans les trucs virtuels, des trucs. Non. C'est moi, je le vois quand je marche dans la rue à Sarcelles ou à Villiers, quand les gars me croisent à Paname. Waouh, Calbo, ton morceau, j'écris. Waouh. Ouais, c'est ça, là, directement. Nous, on est de cette génération-là. Cherche à savoir. Les aficionados d'Arsenic iront chercher. Ouais. Et puis voilà, moi je suis pas dans la course. Il y a cette course-là, ce rap, et puis moi je vais prendre un autre chemin. Tranquille, pépère. Je vous envoie des morceaux, faut être là. Et puis advienne ce qu'il advienne. D'accord, mais tu dois quand même gérer, par contre, vu qu'aujourd'hui tu es producteur, gérer ton modèle économique en tout cas pour les sorties. Bah, le truc c'est que je suis obligé de passer des fois dans les réseaux. Moi avant j'étais anti Instagram, tout ça. Tu imagines maintenant il y a des c'est quoi le TikTok, tout ça. Ouais. Mais moi j'étais pas dans ces trucs-là. D'accord, ok. Donc on m'a obligé à créer ces trucs-là. Faut que tu sois actif parce qu'aujourd'hui c'est le média d'aujourd'hui. Ouais, tu peux pas y échapper, tu peux pas passer outre. Ouais. Donc même là tu vois quand on fait nos interviews, moi je me suis donné le truc et on avait déjà ce concept à l'époque, je fais tout. Ok. C'est-à-dire je peux te faire toi, je peux faire TF1, je peux faire Canal+, je peux faire. Tu m'appelles, je viens. Une radio. Nous à l'époque quand on a sorti Arsenic, je me rappelle on tournait sur Skyrock. Ouais. On a fait des radios. Un gars il avait une radio Minguette dans sa chambre. Il est venu dans sa chambre. Ah ouais. Vous avez toujours fait ce travail de terrain en fait. Vous avez toujours occupé le terrain. Pour nous c'est important d'avoir le terrain, le vrai, les vrais gens. Ouais, c'est vrai. Pas que le virtuel. Très très bien. Donc j'ai gardé très bonne stratégie. Truc, mais il y en a beaucoup qui négligent, par contre, de nos jours. Parce qu'ils ont ce modèle. Nous on avait ce modèle, on l'a gardé. Ok. Ouais, très bien, qui vous va bien en plus. Est-ce que ce projet, il annonce le début d'une longue série de projets ou est-ce qu'on va encore attendre? Ouais, non, mais vous avez toujours fait Arsenic, vous avez fait mal, attendre des 10, 15, 20 ans. C'est une bonne question, mais c'est justement, moi j'ai fait un gros travail sur moi-même déjà pendant le confinement. Ouais, ok. Et qui a accouché du livre, qui a découlé de tout ça, qui a accouché du EP. Et donc maintenant je me dis quoi, justement pour répondre à ta question, on envoie. Ça y est. On calcule plus. Et maintenant que je suis sur la lancée, en même temps avec la production, avec mon frérot Coiffe Prod pour la petite Laura. Donc je produis, j'envoie. J'ai plein de morceaux envoyés. Je les ai envoyés comme ça. Et le morceau que j'écris a ouvert une brèche aussi, un style que je vais envoyer encore en EP. Donc tout ça, ça va suivre et non-stop quoi. Ouais, ça y est. Donc parce que même moi j'ai l'envie. Ouais. Comme si la flamme elle est repartie, tu vois. Ok, ça fait plaisir. Bon, c'est déjà ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et pourquoi t'as mis autant de temps du coup pour te lancer en solo? Mis à part, il y a eu les 2 ans de syndrome de la feuille blanche, comme tu nous as cité tout à l'heure. Mais pourquoi t'as mis autant de temps pour te lancer en solo? Parce que je n'avais même pas l'idée ou la vocation de me lancer en solo. Tu vois, même mon frère Lino, il a 3 solos. Mais je te mets ma main à couper que si tu lui demandes si t'es un artiste solo, il te dira non. Ouais, c'est vrai. Donc si tu veux, on sait le faire, on sait faire du rap, on sait rapper, on kiffe faire ça. Ouais. Mais on n'a jamais eu le moment où on se sent vraiment artiste solo. D'accord. Même moi, je me suis jamais senti artiste solo, mais maintenant, on se dit, il faut envoyer des morceaux. Là, Lino est en studio en train de faire son solo. Ouais. Et je me suis dit, je vais pas être là à attendre. J'ai fait un bouquin, j'ai des morceaux en stock. Ouais. Envoie-les, fais-le écouter aux gens. Ouais, je vois très bien. Et donc donc on est parti comme ça. Mais du coup, toi, pendant toutes ces années, t'as fait quoi, du coup? Beaucoup de choses, parce qu'en fait, les années, si tu veux, il n'y a pas eu vraiment de trou de respiration, puisque nous, on a quand même eu 2 carrières. On a eu la carrière Arsenic, la carrière Bissona Bisso. Bien sûr. Donc, qui n'était pas prévue, mais qui était longue aussi. D'accord. Et donc, si tu veux, à partir du moment où on est sorti du bâtiment, on a fait l'album Secteur A, machin, Bisso, j'ai l'impression, moi,
de mon vaisseau à moi, on s'est jamais arrêté. Ouais, donc en fait. Derrière, on a eu des enfants. Ouais. Donc, tu vois, l'évolution fait qu'en fait, un artiste, et nous, on est de ces générations d'artistes où on prend le temps d'écrire. On n'est pas là, on n'envoie pas des morceaux comme ça, comme au McDo, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Nous, on prend le temps d'écrire, voilà. Et vu que moi, je m'étais jamais projeté en solo, il a fallu du temps pour assimiler, accepter le que-tru, et puis, vas-y, balance les morceaux. D'accord. Et puis, les rares personnes aussi qui écoutaient, qui disaient, mais le morceau est tue. Mais c'est bien aussi de ne pas avoir cette pression de toujours devoir produire, de pouvoir travailler à ton rythme, quand tu te sens vraiment, quand tu as vraiment... Non, je ne te cache pas qu'on se la mettra jamais, cette pression. Ouais, c'est sûr, j'imagine. C'est comme les vieux peintres qui sont là, laisse-moi finir mon œuvre, tranquille. Bien sûr. Et voilà, malgré qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est à 2000 à l'heure, c'est vrai. Tout va plus vite, les gars te lancent des morceaux, des albums comme ça, c'est ça. Mais on rentrera pas dedans. Et comment toi tu vois ta place aujourd'hui dans le rap? J'ai du stock. Ouais, t'as du stock, c'est ça, on sait que... Non, mais ça c'est une bonne nouvelle ça par contre, pour tous les fans de Calbolino. Comment je vois ma place? Ouais. Comment je vois ma place? Ma place à moi. Ouais. C'est-à-dire que je vais même pas chercher à rentrer dans un moule ou rentrer dans une catégorie ou rentrer. Je vais faire du calmo. Comme j'ai fait le morceau, j'écris. Très bien. Tu vois, c'est un morceau sans refrain, sans... On m'a dit, ouais, mais t'as plein de morceaux qui est, j'envoie celui-là. Parce que j'ai envie de l'envoyer comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est quoi le quotidien de Calbo en 2022 là? Le quotidien de Calbo, c'est la production, justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec le management, avec Laura Yenish, avec mon frérot Coiffe, avec Coiffrod où on l'a signé. C'est encore une maison en Indé qu'on a à Gare, justement. Elle a fait son album au quartier. Et beaucoup de projets. Le bouquin, j'ai fait des formations d'ingénieur du son. En fait, il y a plein de métiers autour de la musique qui m'intéressaient. Moi, je faisais des cours d'écriture grâce à mon pote Berthé, qui est dessinateur. Ouais. Et lui, il faisait beaucoup de formations, tout ça. Il allait dessiner pour les jeunes des quartiers, dans les prisons. Ouais. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, mais Calbo, tu veux pas, des fois, on me demande des cours d'écriture en prison, ça t'intéresserait pas? Je lui dis, ouais, pourquoi pas, c'est bien, j'aime bien, moi, les découvertes et machin. Et le fait d'avoir fait ça avec lui, ça m'a donné un kiff, justement, de transmettre. Et là, tu vois, maintenant, l'âge venant et tout ça, je sens que j'ai cette envie de transmettre. Et qui de mieux que de le faire en prison, dans les quartiers. Et voilà, donc je suis dans cette période. Et en même temps, avec les stocks que je te disais, je vais envoyer et je vais continuer à transmettre. Et on va justement maintenant de plus en plus de rappeurs. Nous, on agit par l'exemple, tu vois. Ouais. Et le fait de faire le premier pas, de faire un livre, d'autres vont faire des bouquins. Donc on ne pourra plus dire, ouais, mais les jeunes aujourd'hui, ils connaissent pas notre histoire. Mais c'est à nous de la raconter, notre histoire. Exactement. Sinon, on la raconte pas. Comment tu veux qu'ils la connaissent? Ouais, c'est ça. Donc à nous de la raconter. Au moins, elle existe, on la dépose. Ouais. Après, tu suis ou tu suis pas. Ouais, c'est à toi. Mais au moins, elle existe. Mais si elle n'existait pas, les gens, ils n'auront rien. Et pour en revenir à la production avec Laura Yenish, vu que ça fait partie de tes activités actuelles, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Comme je te dis, je suis avec mon... Laura Yenish, une petite que j'ai rencontrée, qui est venue, elle vient de Lorraine, tu vois, Lutz, vers Thionville, Metz, tout ça. Et moi, je trouvais qu'elle était forte. Elle est venue se présenter à moi. Elle est carrément venue d'elle-même. D'accord. Et j'ai senti le potentiel de la petite. Ouais. J'ai dit, vas-y, je vais la produire. Et comme au début, je voulais juste la manager, faire des morceaux avec elle. Et comme je suis pas dans la production, j'avais mon frérot Coiffe, justement à Garches, c'est un gars qui est au secteur A qui était à côté du secteur A depuis toutes ces années. Et donc lui, il avait son studio, sa petite maison de production. Ouais. J'ai dit, vas-y frérot, viens, on y va, on fait la petite. Ouais, et il m'a dit, vas-y Calbo, je te suis. Et donc on produit la petite, comme des artisans, on le fait. Bien sûr. Petit à petit, moi je dis, elle a bossé très, je l'ai fait bosser, mais très dur. Ouais, j'imagine. En amont. De quelle école aussi? Pour qu'elle soit prête, voilà. C'est les 25 ans d'expérience qu'on a, je l'ai mis en 2 ans, je l'ai mis dans son corps. Et vraiment, elle est vaillante, la petite. Et les gens n'ont pas encore vu son potentiel et ça arrive, on va la présenter doucement. D'accord. Petit morceau par petit morceau. Ouais. Vraiment lui faire découvrir le vrai public. Il n'y a pas de coup virtuel qu'on veut faire. Bien sûr. Non, on va y aller doucement, crescendo. Elle a fait je l'emmène dans les festivals, et je la jette sur scène. Elle est là, elle fait des premières parties, donc le public la découvre sur scène. Oui, c'est ça, directement. Dans les machins. Ouais, un peu comme à l'ancienne.
comme à l'ancienne. Donc tous les métiers du rap, je lui fais vraiment passer par ce chemin que nous on a pris pour qu'elle sente vraiment le... Oui. Très bien. Il y a eu un gros travail de studio, tout ça, de physique même, parce que j'ai fait des cavalets. Ah ouais. Tout. Ah ouais. Et je suis la totale. Méchant. Nous, on a subi la douane. C'est vrai. Nous, on a subi la douane. Elle a subi une douane violente. Ouais. Et donc juste pour forger, c'est tellement dur que après tout le reste c'est facile pour elle. Demain, je mets un micro sur le périph', elle rappe sur le périph'. Ah ouais. Yeah. Ok. Oh non mais c'est lourd, c'est bien. Et d'ailleurs là on est en 2022 et il y a 20 ans, il y a 20 ans il y a eu la sortie de Quelque chose a survécu, deuxième album d'Arsenic. Et donc du coup forcément je suis obligé j'étais en face de moi, je suis obligé de parler aussi d'Arsenic. Du coup combien de temps encore on doit attendre pour avoir un nouvel Arsenic? Là ça fait 20 ans maintenant. On a déjà le titre, c'est déjà bien. Mais vous avez déjà le titre? On a déjà le titre. Voilà, mais si quelques doutes subsistent. Si quelques doutes subsistent. Ah ouais. Ah ouais. Déjà, t'as le titre. Ah, c'est lourd. Déjà, franchement, merci pour cet exclu. Et nous, on s'est dit quoi avec Lino? On s'est dit, quoi qu'il arrive, on va le donner aux aficionados. Le troisième album. Ok, donc comme vous sentez que vous nous devez. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a fait beaucoup de morceaux que personne n'a entendus. Ouais. On a tenté de les sortir, mais comme ils appartiennent à la maison de disques, donc on n'est plus là-bas. Oui. Donc c'est eux qui ont coffré ces morceaux. D'accord. Mais si tu veux, nous on s'est dit, on va faire un troisième Arsenic, même pour nous, pour les aficionados, pour le public, on va le faire. D'accord. Et vous, ça, vous allez même si je pense que c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais vous savez dans quelles conditions à peu près vous allez sortir? Déjà dans la lancée des solos, là, comme je t'ai dit, je me suis remis sur le vélo. Ouais. Donc j'ai l'énergie, je reste sur cette dynamique. D'accord. Derrière, Lino va enchaîner un album solo. Il va être dans une dynamique aussi tu vois, d'écriture, de machin. Ouais. Là, c'est comme si on est chaud. Là, on a la plume qui est chaude. On a aiguisé les stylos. Et maintenant, on va enchaîner sur Arsenic direct. Lourd. Arsenic, quelques doutes subsistent. Et du coup, à peu près à quand? Faut jamais dire ça. On peut pas. Ouais. À peu près quand? C'est compliqué. Obligé d'attendre. Ouais, obligé. On va. Regarde, moi, je sais même pas que j'aurais fait ce solo, que j'aurais fait. Bien sûr, ouais. Et là, j'ai plein de morceaux en stock. Je vais les envoyer comme ça. Il n'y a pas de quand. Nous, c'est Picasso. Nous. Ouais, Picasso directement. Style. Tu vas pas frapper sur l'épaule de Picasso dans son truc. Il dit, t'as fini le tableau, c'est comment? Ouais, je comprends. Et Lino aussi, du coup, il est en studio. Tu m'as dit Lino, il est en studio. C'est le génie du rap. Lui, il ne va pas frapper à sa porte quand il écrit. Ouais, il écrit à son rythme, mais tu sais qu'il y a une boucherie qui va sortir de là. C'est sûr, ouais, il n'y a pas photo. Photo. Donc lui aussi, ça devrait pas tarder, quoi. Ça devrait suivre. Et justement, est-ce que tu penses, justement, comme tu dis, Lino, c'est le génie du rap, tu vois, c'est pour beaucoup de gens qui connaissent vraiment le rap, c'est sûrement le meilleur rappeur français qu'on a jamais eu de tous les temps, très clairement. Rappeur français, très clairement. Et on sait qu'Arsenic, c'était vraiment un niveau, mais c'était un niveau très très élevé, on va dire, de rap, vraiment très très élevé. Mais Lino, tellement il était vraiment vraiment fort, des fois, par exemple, toi, pareil, c'était très très lourd. Oui. Des fois, c'était peut-être étouffé par les trucs de Lino. La vérité. Moi, à la base, j'étais pas voué, destiné à rapper. Oui, mais justement, si on t'aurait mis, imaginons, avec quelqu'un d'autre, ça aurait été toi. Tu vois ce que je veux dire? Tellement le niveau, il était extrême. Moi, pour répondre à ta question, et moi, après analyse, maintenant, avec l'expérience, je peux t'en parler. Bien sûr. Comme dans beaucoup de duos, les gars se complètent. C'est ça. C'est-à-dire, moi, j'avais une voix plus grave, lui, il avait une voix plus nasillarde, tout ça. Voilà. Donc, il cisaille. Moi, la grosse voix, donc, on se complétait. C'est-à-dire, il y a des fois des chanteurs, quand ils chantent tous les deux, tu les reconnais pas. Mais nous, tu reconnaissais. Totalement. Et c'est ça qui a fait la force d'Arsenic. On a deux personnalités différentes aussi. C'est ça. Donc, lui, il est speed, moi, je suis plus posé. Donc, la grosse voix, le truc, le feu, la glace. Donc, c'est ça qui a fait aussi le charme d'Arsenic. Exactement. C'est Calbo et Lino. Après, le génie de Lino, on va pas lui enlever parce que moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Lui, c'est un gros taffeur de psychopathe. Ok, donc, d'accord. Lui, avant moi, Lino, il était dans le rap, mais à 6000%. Ah, ok, voilà, donc, il disait, lui, il est indétrônable même dans l'histoire du rap, dans les magazines, les groupes de machin, donc il connaît tout. Lui, c'est vraiment le vrai, en même temps fan de rap, en même temps. Donc lui, il était vraiment à fond dedans. Et moi, comme je le raconte dans le bouquin, nous, quand on faisait du rap, donc à la maison, dans la chambre, moi, c'était mon amusement, puisque je faisais du foot, j'avais un CDI, je prenais un petit billet au foot.
j'avais un CDI. Donc j'étais plus dans mon taf, dans le machin, il avait du Tcheka. Ouais. Mais lui, il était vraiment rap à fond. Ouais, c'était son truc à lui à la base. C'était son truc, ouais. Donc moi, je rentre dans son truc parce que c'est notre truc dans la chambre, on dort dans la même chambre, tout ça. Ouais. Et lui, vraiment, c'était sa grosse passion, donc aussi avec le cinéma. Mais si aujourd'hui il est aussi fort, c'est parce qu'il a bossé comme un psychopathe. Ouais, c'est sûr. C'est son que truc. C'est comme tu prends un Cristiano Ronaldo ou un Benzema ou un Messi ou un Mbappé. Ils sont forts naturellement, mais derrière ils bossent de ouf. Voilà, donc ils sont encore plus forts. C'est ça. Ils ont le talent naturel plus le travail. C'est ça. Et Lino, si tu veux, dans le rap, c'est ce qu'il a. Ouais, le talent brut. C'est qu'il a eu le talent naturel, plus le travail derrière. Ouais. Donc avant que tu le rattrapes, mon gars. Ouais, il y a du chemin. C'est chaud. Et même moi, je me suis beaucoup inspiré de Lino parce que justement, on travaillait ensemble. Ouais, c'est sûr. Et que lui, il avait l'avance de justement le style, le machin. Et comme vous êtes tous les deux tout le temps, donc. Mais comme tu dis, vous vous complétez super bien parce que lui, c'était côté, comme tu disais, tranchant dans les couplets, machin. Et toi, surtout, par contre, tu avais une entrée dans les morceaux, de par ta voix, en fait, qui est très importante. Tes entrées dans les morceaux, elles étaient. Tu vois ce que je veux dire, dès les premières mesures, tu sais, la grosse voix. Tes entrées, c'était, je pense, ta spécialité, vraiment, les entrées dans les morceaux. Et puis on a ça aussi dans les... Tu vois sur scène. Sur scène, on se complète comme ça aussi. Quand tu prends un morceau comme Box avec les mots, c'est nos deux voix qui sont comme ça. C'est ça. Donc ça se complète. Je commence le refrain, il enchaîne. Les passe-passe. Les phrases. Donc c'était ça la force non, mais c'est vrai que les deux voix, elles étaient vraiment... C'est vraiment, on peut pas faire vraiment... Donc c'est comme ça, trop complet. C'est là où on se complète en fait. Bien sûr. En fait, dans Arsenic, tu peux pas enlever Calbo et Lino. C'est ça. C'est presque une personne. Déjà, on m'appelle. Des fois, les gens m'appelaient quand tu me vois, ils disent Calbo Lino. Bien sûr, comme ouais, si directement. C'est une seule personne. Ouais. Les gens nous prenaient pour des jumeaux aussi. C'est clair. Non, c'est lourd. Et justement, nous, Dems Media, on a un média basé sur Lyon, de base. Et nous, on sait que Arsenic, vous avez vécu à Lyon. Ouais. Plus précisément à Saint-Priest. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Ouais, on a vécu, nous, à la base, quand on arrive du Congo à l'ancienne, on arrive sur Bordeaux. Et très vite, on arrive sur Lyon. Donc on reste 5-6 ans aux Minguettes. D'accord. Moi, souvent, je dis aux gens, moi j'ai connu le parc de la Tête d'Or, il y avait Guignol, il était là en vrai. Ok. Donc, de vrai, bien sûr. On a connu le vrai parc de la Tête d'Or, il y avait des animaux, il y avait des gnous. Hein? Aujourd'hui, je sais pas, il y a un chat égorgé, il y a une belette qui court. Mais nous, on a connu, c'est un vrai parc. Ouais, c'est sûr. Et si tu veux, on a grandi à Lyon. J'ai une sœur qui est née à Lyon, 3e. Incroyable. Et incroyable. On a connu, on est un natif de Saint-Priest. Nous, en tout cas, on a essayé de s'approprier un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais nous, souvent, les connaisseurs, on va dire, on disait souvent, attention, Arsenic, c'est des Lyonnais à la base. Hein. C'est des Lyonnais. Bon, ils disent Villers-le-Bel, 9-5 et tout ça. Bon, en fait, on est passé de Lyon, je me rappelle même quand on était petit là, et qu'on a dit, on va l'habiter à Paris. Et c'est à l'époque, il y avait des attentats, du train, machin, les gens, vous allez à Paris, mais on dirait qu'on allait dans un truc de fou, on allait à Bagdad, on dirait. On va l'habiter à Paris, à Lyon, on disait, mais on dirait que vous allez partir de ouf. Et comment ça se fait, vous êtes parti vivre là-bas d'ailleurs, justement, à Villers-le-Bel? C'est à Villers-le-Bel. Ouais. C'est l'évolution un peu de l'immigration que Zemmour nous dit, c'est-à-dire les parents, à un moment, tu te rapproches de Paris pour le travail, tout ça. Donc tu quittes Lyon, des fois, tu restes dans ta province, Lyon c'est bien, mais après il y a ceux qui ont bougé. Beaucoup de gens, tu sais, la majorité des gens de Paname, c'était des provinciaux avant. Ouais, à la base de base, Donc ils sont venus, ils ont fait cette route et nous on est passé de Lyon à Villers-le-Bel. Ouais. En faisant une petite halte à Aubonne, encore une ville, c'est un changement, comme tu dis aujourd'hui. Tu sais, il y a une phrase souvent, mes frérots en province qui me disent, mais vous à Paris, vous êtes trop speed. Mais moi, je ne le comprenais pas, parce que comme tu vis dans les speed, pour toi, c'est pas speed, c'est normal. Tu te rends pas compte. Mais c'est vrai que quand tu fais des allers-retours, tu te dis, ok. Ouais, toi, t'as le recul aujourd'hui pour te rendre compte pour me rendre compte Paris, c'est speed. Paris, c'est speed. Ouais, c'est clair. Pour revenir aussi sur les anecdotes d'avant, est-ce que tu peux nous parler du collectif Ghetto Superstar et pourquoi on n'a jamais eu d'album aussi d'ailleurs? Il y a un projet qui commençait, Ghetto Superstar. Mais le problème, moi après, moi je parle toujours de mes yeux à moi. Bien sûr, oui, donc, bien sûr. Les légendes des gens. Ok. Moi, du vaisseau de Calbo. Ouais. Qui a vécu le Ghetto Superstar, on a commencé, mais le problème c'est que nous on avait fait Secteur A, Arsenic, Bisso d'Abisso, Noyau Dur, donc c'était des collectifs tout le temps. Et Ghetto Star, un énième collectif
Et donc, nous, on était dans une dynamique on savait comment bosser les trucs. En studio, si vous êtes plusieurs, c'est toujours difficile quand vous êtes beaucoup parce qu'il y a 9 cerveaux, 10 cerveaux. Donc moi, je suis un gars de bon, ok, on y va. Tout le monde était chaud, on a fait des morceaux, il existe des morceaux Ghetto Superstar. Mais après, va encore gérer, après l'épopée, Bisso va gérer, toi viens à l'heure, on va au studio, c'était compliqué. Lui, il est pas là, lui, là, bah, bon, vous êtes chaud, non, ou demain, après-demain, ouais, c'est bon. Et donc les morceaux existaient, le projet s'est arrêté. Voilà, des morceaux existaient. Après, je peux pas te dire plus que. Ouais, ça, y a pas eu de suite, quoi. Il y a Armageddon qui avait sorti un album, par contre. Encore une fois, on en parlait en off tout à l'heure. Ouais. Pourquoi Secteur A a réussi? Pourquoi Bisso a réussi? Parce qu'il y a toujours une tête pensante. Et quand il y a une tête pensante, un capitaine du bateau, voilà, il faut que chacun soit à sa place et qu'il y ait un capitaine qui donne la direction. Exactement. Et le bateau va. Mais s'il y a trop de monde qui parle, les projets ne se finissent pas. Il y a beaucoup de projets qui sont morts dans l'œuf comme ça. Parce que justement, il y a eu trop de gens qui ont parlé, trop de gens qui mettaient leur grain de sel, trop de gars qui donnaient leur direction. Et moi, je pense que les projets qui ont réussi, fallait vraiment. Il a manqué ça, je pense, à Ghetto Superstar. Une vision, une seule direction. Et un commandant. D'accord, ok. J'aurais pu prendre ce leadership, mais c'est ça. Avec tout ce qu'on avait à faire. Ouais, c'était. À l'époque, c'était. D'accord. Non, mais c'est bien, au moins on a une réponse à ça. Et aussi, il y a un album dont je trouve qu'on parle pas beaucoup, mais qui était, franchement, moi je trouvais, c'était un excellent album que j'ai bien sué. C'est l'album avec Noyau Dur. Il est incroyable. Franchement, cet album-là, il est incroyable. Même moi, je le dis tous les jours. C'est incroyable. Et justement, je dis pas ça parce que t'es en face de moi, mais je trouve que tes performances dans cet album-là, elles sont. Ah oui. Je pense que tu t'étais dépassé là, vraiment, très clairement. Tu vas pas me le dire, mais moi je le dis. Ouais. Non, voilà. En tout cas, franchement, tes performances là dans cet album. Mais qu'est-ce que t'avais à cette période? T'avais la dalle ou... Non, le problème de cet album. C'est qu'on l'a sorti au milieu, justement, après Bisso, après tous nos albums, entre deux albums. C'est comme si on avait un laps de temps, on fait quoi? On est là, on a des studios, on est en gang, on dit, venez, on va faire un album. Ah ouais, Pete, Bacardi, Nek Baron, Mystique, Yannick. On est là, on avait commencé, on avait fait un premier morceau comme ça, donne-leur la bonne musique et le public respecte. Tu vois, on avait fait ce morceau, on avait déjà pris le goût un peu du machin, on a dit, c'est pas mal. Et là, on s'est retrouvés en studio, on a dit, vas-y. Et chaque jour, on venait, t'as composé, on a fait un album, une maison de disques l'a signé. Et on est retourné, en fait, dans nos groupes, Arsenic. Chacun est retourné dans ses groupes. C'est comme si on a fait un album comme ça. Cadeau. C'était sorti chez Blicose, non? C'est ça. Si tu vois, à l'époque, on était très actifs dans les studios. Ok. Alors, un artiste, il pouvait sortir son album, mais derrière, il enchaînait des compiles. Bien sûr, des featuring. Donc, on était très actifs. Et Noyau Dur, c'était dans l'élan des Bissot, des trucs. Là, on a des micros, on a des studios. Venez, on pose, allume. Ah, le son, il est là, tac, tac. Les Jimmy Finger étaient là. Même les beatmakers étaient actifs. Ah ouais. Donc, mais toi, comment t'expliques le fait de ton état de forme dans cet album-là? Franchement, comment t'expliques? C'est l'évolution, c'est la progression. Un animal, il progresse toujours. Regarde, dans le morceau que j'ai envoyé, j'écris, c'est encore un autre calmo. C'est ça. Donc, tu vois, t'apprends. Même moi, tous les jours, dans le rap, j'ai appris. Auprès de Lino, j'ai appris. Avec Bisso, j'ai appris. Et là, tu vois, Noyau Dur, c'est un enchaînement encore, j'ai appris. Et puis, tu sais, nous, on est d'une génération où, quand tu vois des compiles comme ça, on est beaucoup. En studio, quand tu poses, il y a la douane. Donc, les gars, ils écoutent ton couplet. Qu'est-ce qu'il va poser? Et donc, c'est un peu des clashs comme ça, ça vanne. En studio, il n'y a que des vanneurs. Donc, tu te dois de tuer. Ouais, c'est clair. Et donc, petit coup de cœur pour On ne sera jamais pareil. Sacré morceau, hein. Franchement, sacré titre. Ah non, mais Noyau Dur, faut le dire, Noyau Dur, c'est un album de fou. Ouais, très clairement. Franchement, moi, en tout cas, il m'a marqué sur le projet-là. Et ça m'a marqué. C'est dommage qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Ouais, mais parce qu'en fait, on l'a vraiment fait. Ça, tu vois, à l'instar d'un Bisso Nabisso, où on s'est vraiment impliqué dedans. Je pense que dans Noyau Dur, on s'est moins impliqué. D'accord, ok. C'est comme si on a fait un album comme ça. On le donne. Et il tuait, parce que justement on a eu ce talent, mais après derrière, tu vois, quand tu fais un album, il faut faire les tournées, les promos, les machins. Mais là, avec Noyau Dur, on l'a pas fait. Ouais, c'est clair. C'était volontaire, c'était juste une histoire de timing, parce que ce n'était pas prévu, encore une fois. Comme je t'ai dit, on a eu une carrière Arsenic, une carrière Bisso. À l'époque, c'était, les gens disent, bon, c'est quand l'album Arsenic? Le deuxième, entre-temps, tac, Noyau Dur.
Mais tu vas pas enchaîner parce que, regarde, Bissona Bisso, c'était la même tournure que Noyau Dur. D'accord. On nous a dit, ouais, faites un album. On était parti sur un morceau, Bisso. Il y avait la guerre dans notre pays, Congo-Brazzaville. Ouais. Et on a voulu se réunir tous les rappeurs congolais de Brazza pour faire un morceau, arrêter la guerre, tout ça. Regardez, nous on est d'ethnies différentes, soi-disant là c'est des guerres ethniques. Regardez, on s'est appelé Bissona Bisso, tous ensemble entre nous. Voilà, on est tous congolais. On voulait faire un morceau. D'accord. Comme on avait une grosse écoute dans les radios, tout ça, on passait dans toutes les radios, on s'est dit ouais, notre succès, tout ça, tenez notre morceau, faites-le passer, c'est pour notre pays, tu vois. Et quand les gars ont écouté ce morceau, waouh, à l'époque, faut savoir qu'on faisait pas de rap africain, du rap avec de la musique africaine se faisait pas. Donc nous, on a ramené ce style. C'est ça. Derrière, les gars ont dit mais faites un album. Ouais, directement. C'était pas prévu. Ouais. On voulait juste envoyer un morceau. D'accord. Et on s'est regardé, on a dit, bah vas-y, on s'enferme un mois, on a fait un album. Et c'était tous ensemble ou il y avait une personne qui était un petit peu à l'initiative ouais, Passy, avec qui sa production. Passy, tout ça, avec sa production pour le morceau. Ok. Et derrière, c'est parti en album. Ouais. Et justement, c'est justement le travail qu'on a fait avec Bisso, qu'on n'a pas fait avec Noyau Dur. Ouais. C'est que derrière Bisso, on a fait de la promo, des concerts, des tournées, des clips. Là, Bisso, on l'a traité comme un groupe après. C'était devenu un groupe. Ouais, très bien. Alors que Noyau Dur, on l'a fait sans que ce soit un groupe. Et pourtant, Bisso, c'était comme Noyau Dur, c'était pas un truc de prévu. Voilà, mais c'est ça que je te dis justement. Et quand on a fini Bisso d'une tournée de je sais pas combien d'années, et on nous réclame un deuxième album Bisso, Noyau Dur n'a pas eu cette chance en fait, puisque c'est tombé un moment où on a le talent de faire des albums, comme aujourd'hui, quand on nous dit ouais, mais pourquoi t'as pas fait des solos, pourquoi t'as pas fait des... Ben, on peut le faire. C'est pas qu'on ne sait pas le faire. C'est qu'il faut trouver le trou dans le temps pour pouvoir le faire. Et derrière, on a quand même élevé des enfants. Donc à un moment donné, si tu veux, nos vies, c'est très prenant, la vie d'artiste. En fait, tout ce que... C'est magnifique. On s'en plaindra jamais, tu vois. Et nous, on l'a toujours fait comme un kiff. Mais il faut avouer, aujourd'hui, avec l'expérience et les années, c'est prenant. C'est-à-dire que moi, je félicite toutes les femmes d'artistes. Parce que être la femme d'un artiste, mon frère, rien n'est prévu. Aujourd'hui, je vais prévoir quelque chose. Mon téléphone va sonner. Je dis, ma chérie, demain, on va faire ça. Mon téléphone sonne, 10 trucs qui tombent. Ouais, c'est ça. Faut la rappeler pour lui dire c'est mort. C'est ça, finalement. Donc vraiment, faut féliciter les femmes d'artistes, les femmes de sportifs, d'acteurs, de machin. Tous ces gens-là qui font des métiers un peu imprévisibles, on va dire. Ouais, tout ça. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand on a fait tous nos albums, tout ça, derrière, faut se battre pour faire monter les albums, donc disque d'or, machin. Donc derrière ça, il y a un travail. Et ce travail-là, les gens ne le voient pas, tu vois. C'est ça, ouais. Les gens écoutent juste les morceaux, voient les clips. Le travail de l'ombre. Ce travail derrière, il faut le faire. Ouais, ça demande beaucoup de sacrifices. Et pour boucler la boucle aussi, niveau sectorat alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du sectorat? Le sectorat, déjà aujourd'hui, tous les membres du sectorat s'apprécient toujours, on se connaît, on se parle. Dernièrement, on a fait la tournée sectorat. C'est ça. Donc c'est sectorat, on a tellement vécu les choses ensemble que c'est comme une famille, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc on a grandi, ces années qu'on a passées, ces succès, ces disques d'or, ces kiffs. Et tous les membres aujourd'hui, chacun a pris un peu de son côté. Stomy, il a ses spectacles, tout ça, de théâtre, cinéma. Passy continue ses trucs, il a des artistes aussi. Là-bas, il fait son petit truc au Ghana. Les Arsenic, on est là. Les Negmarons continuent les tournées, tout ça. Ils sont toujours en tournée. Jannick aussi fait ses concerts. Puis Bacardi, le patron d'Universal Afrique. Bravo. Donc en fait, Singila a fait ses tournées, il a choisi le réseau africain. C'est ça. Donc Mystique, en fait, il est dans ses ateliers. Mystique dans ses ateliers, dans ses bouquins, et il revient encore là. Dernièrement, il est revenu à Paris. Et donc il va continuer, il était dans le sud. Donc en fait, si tu veux, tous les gens sont là. C'est clair. Demain, en fait, maintenant dans ma dynamique là justement de bouquins, de projets, dès qu'il y a un projet, on y va. D'accord. Je suis prêt. Tu sais, on a toutes ces années, on fait qu'on a eu un patrimoine, tu vois. C'est un patrimoine qu'on a fait, on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, on peut le raconter, ce qu'on a vécu. Demain, on a plein de mecs qui ont fait des projets de films aussi. Et ça va arriver. C'est une histoire quand même, c'est une sacrée histoire, ça fait partie des grosses histoires du rap français. Beaucoup de jeunes ont vécu cette histoire. Et voilà, je pense que à nous maintenant de faire en sorte que des gens reçoivent ça, et ceux qui ont vécu ces histoires, à nous leur redonner. Là, moi, c'est comme si je pars pour un dernier tour.
un dernier tour un peu pour remercier un peu tous nos gars. Au lieu de parler, on leur donne leur de la matière. On fait directement. Voilà. On fait directement. Et d'ailleurs, même si c'était pas directement le secteur A, mais c'était affilié, est-ce que du coup on pourrait avoir un 3e volume de première classe? Mais tu sais tout ce que tu me dis. Là, on le dit là, nous deux. Demain, quelqu'un se lève et dit, ok, moi je veux faire un première classe. Regarde, je prends l'exemple, ma petite Laura, donc Laura Yanish, on a fait des jetons classiques. Ouais. Est-ce que tu as suivi les jetons classiques? J'en ai suivi 2. Donc si tu vois dans son Instagram, Laura Yanish, LORA-du-bas Yanish, YENICHE, tu vois sur son Insta, elle a tous les classiques de rap français. Elle a repris les classiques. Là, elle a repris Boxe avec les mots, là, dernièrement. Et elle a réussi à avoir tous les artistes qui venaient chanter leur refrain dedans. Et donc, en fait, on a eu cette idée comme on se parle nous deux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu me dis, est-ce qu'on peut avoir une première classe? Ben, nous, on s'est dit, elle m'a dit, est-ce que je peux reprendre tous les morceaux et les artistes ici sur le refrain? Je dis, bah oui. Ok. Juste, on a l'idée, bah vas-y, viens, on y va. Viens, on le fait. On s'est pas dit c'est impossible. On s'est pas dit, on dit t'as l'idée, ok, viens, on y va. Donc ça peut le faire, quoi. C'est pas impossible. Rien n'est impossible. Pas tout existe encore. Stéphane et Abicose. Demain ils se disent, on lance un première classe même avec la nouvelle génération. Ça peut se faire. Ça serait lourd, hein. Franchement, ça pourrait être. Valou et Michel. Valou et Michel ont dit un jour, on va faire une tournée l'âge d'or du rap. C'est ça. Ben, ça s'est fait. C'est sorti de la tête de quelqu'un. Valou a enchaîné justement dans son élan. Bien, je vais faire la tournée secteur A. C'est ça. Elle l'a fait. Incroyable. On a fini au Zénith dans un Bercy plein. Magnifique. Donc en fait, c'est juste des idées comme ça qu'on balance et puis il faut faire. Rien n'est impossible en vrai. L'histoire est belle. Et donc du coup, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit s'attendre alors pour de Calbo d'Arsenic pour les mois ou les années à venir alors du coup? J'en vois tout. L'EP, la caméra 1, 2, c'est l'EP, c'est ça, l'EP, il y a le nouveau Arsenic. En fait, comme je t'ai dit, j'ai du stock. Ouais, il y a de quoi faire. Et le morceau que j'écris m'a donné aussi un autre élan. Donc j'ai plein d'idées, plein de concepts que je vais envoyer. D'accord. Et je vais envoyer du morceau. Et en plus content des retours de J'écris alors justement. Je suis très content. Et, moi je le vois, tu sais, moi ma température, je la prends pas sur mon canapé, je la prends dans la rue. C'est ça, ouais. Quand je marche dans la rue, que les gens me disent, non, j'ai écouté le morceau, j'écris, le clip, et ben tout ça fait que ça me donne, je kiffe et moi ça me donne envie de continuer. Tu sais, nous on n'a pas perdu cette flamme. C'est bien, c'est bien. Et un petit mot de la fin alors du coup? Le mot de la fin? Ne vous laissez pas raconter l'histoire. Vivez-la. Et allez chercher mon livre. Merci Calbo, c'était lourd en tout cas. Merci Dems Media. Merci. À bientôt. Notre millionnaire mi-parisien. Et j'embrasse tous les Lyonnais aussi. Avec plaisir. Dems Media.